Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Trop grosse, trop vieille, trop tatouée, pas assez féminine, les cheveux trop crépus, voici le genre de critères qui vont faire qu'aujourd'hui, en 2025, un boulot peut encore vous passer sous le nez. Bien sûr, il s'agit de critères non avouables et de nombreuses lois luttent contre la discrimination à l'embauche, mais les études montrent que l'apparence physique occupe une place prépondérante dans notre vie en général, mais aussi dans notre vie professionnelle. Et les femmes sont particulièrement touchées par ces discriminations. Ça s'appelle le lookisme et des étudiants de l'IEX se sont intéressés à cette question pour leur projet de fin d'études. En résulte La gueule de l'emploi, un guide pour contrer le lookisme. On en parle ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors j'ai le plaisir de recevoir 3 des 6 étudiants et étudiantes qui ont travaillé sur ce projet. Déjà, bonsoir à toutes les 3. Bonsoir. Donc il y a Ketsia Kalonji, Fiona de Blom et Pauline Stas de Richel. Donc la gueule de l'emploi.be, c'est le site que vous avez créé. Et surtout, vous avez construit un manuel de sensibilisation, d'information sur le lookisme qu'on peut retrouver sur le site, mais aussi dans une série d'associations partenaires. On aura l'occasion d'en parler. Et avant de vraiment nous intéresser à ce sujet, je propose qu'on écoute l'introduction du podcast que vous avez réalisé sur ce sujet. L'apparence peut jouer un rôle, car tout le monde a ses préjugés. Vivre dans la société, c'est vivre sur une scène. Une femme, si elle n'est pas bien coiffée, on va vite dire qu'elle est négligée. Moi, mon papa, il me dit « Ah oui, plutôt féminement, mets des jupes, mets des robes et tout, faut être présentable. » Quelque chose de plus classe que être habillé avec un baggy ensuite. Ça fait pas professionnel. Parce que du coup, je suis métisse, c'est un peu compliqué pour trouver un travail. Quand il ne faut pas masquer qui on est pour un job, je trouve ça un peu triste. Mais chaque fois que je postulais, pourtant je suis universitaire, on me proposait des jobs de ménage. C'est pas pour rien qu'on réfléchit à comment on s'habille, quoi. C'est parce qu'on sait que ça va être important. La gueule de l'emploi. Alors, je pense qu'avec ça, on a déjà une petite idée de quoi on va parler. Mais Pauline, si vous deviez définir le lookisme, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, le lookisme, il s'agit en réalité d'un terme parapluie qui englobe différentes formes de discrimination liées à l'apparence physique. Qu'est-ce qu'on entend par discrimination ? Eh bien, il y en a plusieurs. Par exemple, la grossophobie, le validisme, la transphobie, l'homophobie, l'agisme et autres. Beaucoup de discriminations différentes, mais qui touchent toutes à l'apparence physique. Et alors, vous faites référence dans le manuel à, par exemple, Jean-François Amadieu, qui est un sociologue français qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui dit que c'est un critère d'évaluation au travail aussi important qu'un diplôme aujourd'hui. Ça, vous l'avez constaté aussi dans les témoignages que vous avez reçus ? Dans plusieurs témoignages. C'est-à-dire que pour constituer en fait notre manuel, on a fait des micro-trottoirs, on a interviewé différentes femmes et à chaque fois, on a ce problème dû à l'apparence. On tient quand même à dire, ce n'est pas basé en fait sur est-ce qu'on est belle ou non. C'est vraiment, chaque aspect de notre apparence peut nous faire valoir une remarque et donc fait qu'on peut subir une discrimination due à ça. Comme l'a dit Pauline, ça peut être de la grossophobie par exemple. Donc est-ce qu'on a l'air en surpoids ou non ? Et encore ça, c'est selon la personne, bien évidemment, selon son point de vue. Est-ce que, par exemple, notre couleur de peau peut également nous faire valoir des remarques et du lookisme. Et si on revient aux études qui ont été faites, oui, on a bien vu que, ça a été plusieurs fois prouvé que l'apparence, en fait, devient un facteur très important dans la recherche d'emploi et surtout l'obtention de cet emploi. Il y a Amadieu qui l'a fait, mais par exemple, UNIA rapporte qu'en Belgique, c'est le deuxième facteur qui, selon les personnes, est le plus important, en fait, dans cette recherche d'emploi. Ouais. Et c'est vrai que vous parliez, Amadieu, par exemple, il a fait une étude qui montre que la taille, le poids et même la pilosité allaient influencer les carrières des personnes. Oui. Donc il y a vraiment un vrai impact sur la carrière en l'occurrence. C'est ça. J'allais rajouter juste un autre chiffre et je reviens sur la grossophobie. On va, par exemple, encore Amadieu, il est prouvé que à compétences égales, en fait, 2 femmes peuvent être traitées de différentes manières selon leur poids ou selon leur apparence. Et donc une femme qui est vue en surpoids, entre guillemets, a par exemple 30% de moins de chances qu'une autre femme. Et ça,
à compétences égales. Mais je donne juste du coup un exemple parce qu'on parle effectivement de grossophobie. Dans le manuel que vous avez rédigé, il y a le témoignage de Gabriel qui dit « Nous étions 3 pour un entretien d'embauche pour un job d'assistante de communication. Le recruteur est arrivé, il a serré la main des 2 autres et moi, il m'a tapé sur l'épaule en disant qu'il attendait une 3e personne. Il m'a dit que le quotient intellectuel était inversement proportionnel à l'IMC, donc l'IMC, l'indice de masse corporelle. Cela sous-entendait que plus on est gros et moins le QI est élevé. » Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment constaté dans le milieu du travail. Alors, Pauline, vous avez défini le lookisme, vous avez donné quelques exemples, et c'est vrai qu'ici, on s'est axé sur la grossophobie. En fait, il y a vraiment toute une série de discriminations différentes qui entrent dans ce cadre du lookisme. Vous reprenez toute une série d'exemples. Est-ce qu'il y en a d'autres, outre la grossophobie? Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de l'agisme, du validisme? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pourriez peut-être nous donner en exemple? Alors oui, alors là, j'ai cité tous des noms, tous des termes. Donc par exemple, le validisme, c'est toutes les personnes atteintes, porteuses d'un handicap. Il y a l'agisme, c'est lié à l'âge. Donc une personne... on se doute bien qu'une personne à 50 ans va avoir plus de mal. Mais peut-être que justement, au contraire, cela ne va pas diminuer ses compétences, vu que cette personne a d'autant plus d'expérience que d'autres. Oui, et ça peut être dans l'autre sens aussi. C'est vrai que des personnes qui sont plus jeunes, on va considérer qu'elles sont peut-être moins compétentes sur certains sujets, alors qu'elles ont aussi des compétences. Oui, tout à fait. Il y a, donc, comme on avait dit, la grossophobie. Il y a aussi l'homophobie. Donc ça, c'est lié plutôt à la sexualité. Mais on peut donner un autre exemple qui est repris, je vais reprendre le témoignage de Maureen. Alors Maureen, elle explique par exemple que sa mère lui a toujours dit de plaquer ses cheveux en entretien, de les lisser, parce qu'elle est métisse et que c'est compliqué de trouver un travail. Et du coup, je me tourne vers vous, Kétia, parce qu'on en a parlé en préparant l'émission. Vous me disiez que vous avez aussi les cheveux, vous avez les cheveux crépus. Et du coup, c'est une question que vous étiez posée par rapport à votre stage, en disant, tiens, est-ce que quand je vais me présenter à mon stage, je dois me plaquer les cheveux? Est-ce que c'est quelque chose qui va être important? Est-ce que ça va aider? Donc ça veut dire que c'est quand même une vraie question que vous êtes posée. Moi, c'est une question que je me suis posée, mais c'est surtout, étant donné qu'on travaille depuis 1 an sur ce thème-là, sur les effets de l'apparence sur notre recherche, enfin sur notre potentiel recherche d'emploi. C'est quand même une question qui m'est venue en tête, parce qu'il y avait le témoignage de Maureen. Aussi, on en a parlé en fait avec tout un groupe de femmes lors d'une journée organisée par la SPL Amazon. Plusieurs de ces femmes étaient des personnes racisées, et justement, il y avait cette question de, au final, comment on fait quand il y a des aspects de nous qu'on peut tout simplement pas changer, parce que notre physique, on est avec, on ne le choisit pas. Et donc, on en parlait avec ces femmes, et la question du cheveu est arrivée, parce qu'on s'est dit, mais c'est vrai que c'est quand même une question. Est-ce que quand on vient à l'entretien, est-ce qu'on laisse notre afro comme on le souhaiterait? Est-ce qu'on se plaque les cheveux parce que, pour certaines, comme Maureen, on leur a dit que c'était plus présentable de venir les cheveux plaqués. Oui, mais c'est quelque chose qu'on vous inculpe, peut-être c'est quelque chose. Moi, par exemple, personnellement, on m'a jamais fait de remarques par rapport à ça. Et encore une fois, vraiment, cette question de est-ce que je viens les cheveux plaqués ou non, elle est venue à la suite de notre travail. Moi, heureusement, je suis dans la meilleure situation, on va dire. J'étais dans la meilleure situation dans le sens où je sais où est-ce que je ne souhaite pas travailler. J'allais dans un secteur qui est plutôt ouvert d'esprit par rapport à ça, et donc je me disais, je peux venir comme je le souhaite. Maintenant, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, et il y a cette question de est-ce que je viens les cheveux plaqués ou non, et vient après la question de si je viens les cheveux plaqués à l'entretien et qu'on me prend, est-ce que je dois rester comme ça durant toute la période de stage, de travail? Et ça, c'est un des effets du lookisme, c'est juste qu'on se met énormément de pression. C'est une pression interne à l'intérieur de soi, pas qu'on crée nous-mêmes, qui naît quand même de la société, des normes qui y véhiculent. Et selon la situation, en fait, une femme est confrontée elle doit prendre une décision, et malheureusement, ça dépend de la situation. Encore une fois, moi, par exemple,
Vous ça avez m'est une arrivé. situation même peut-être plus confortable que certains, Mais ou clairement. certaines qui se disent si je prends pas si je ne me plaque pas les cheveux, il y a peut-être un trop gros risque que je ne sois pas prise. C'est ça. Et donc, tant pis, je vais me plaquer les cheveux. Vraiment, moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, j'avoue que j'étais assez confortable pour me dire je ne vais pas me prendre la tête comme ça. Si ça pose un problème lors de l'entretien, c'est pas grave, j'en aurai d'autres des entretiens. Mais on n'a pas tous cette même chance de se dire j'aurai une autre chance. Plus tard, quoi. Fiona de Blom, en fait, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant que groupe de jeunes, vous êtes 6 dans le groupe, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette thématique ? Mais en fait, déjà, au départ, pour le projet, on devait trouver une thématique et une problématique. Et l'apparence et le genre nous intéressaient beaucoup. Donc, on savait qu'on voulait partir là-dessus. Et puis, on a appris le poids que ça avait, que l'apparence avait au niveau des entretiens d'embauche et au niveau du monde du travail. Et que ça impactait plus les femmes que les hommes. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller dans cette direction-là. Et alors, je répondis avant que vous continuiez, mais sur le fait que ça impacte plus les femmes que les hommes, ça c'est un vrai constat, parce qu'on pourrait se dire le lookisme, ça concerne aussi les hommes. Il y a aussi des hommes qui peuvent subir des discriminations à l'embauche. Enfin, on le sait, je veux dire, c'est pas ils peuvent, on le sait que ça existe, mais ça concerne plus particulièrement les femmes. Oui, c'est ça. Donc, on ne dit pas que les hommes ne subissent pas de lookisme, pas du tout. Mais les femmes, c'est étudié que les femmes en subissent plus. Mmh. Et ce qui nous a motivés, en fait, à partir sur ce sujet aussi, c'est en parlant avec les femmes, comme Katia a dit, au niveau des micro-trottoirs, les témoignages, etc. Et nos partenaires également nous ont dit que c'était un sujet super important et on nous a remercié de mettre une lumière dessus parce qu'on n'en parle pas assez. Mmh. Et aussi, c'est assez banalisé en général. Par exemple, voilà, on sait que sur les réseaux sociaux, il y a des formes de normes de beauté qui peuvent être transmises. Et en même temps, aujourd'hui, on dit beaucoup que les jeunes peuvent assumer peut-être plus librement qui ils sont. Et donc, voilà, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même toujours cet impératif qui est là et que les réseaux sociaux, par exemple, alimentent ça ? Oui. Des expériences que vous avez ? Oui, les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. La phrase peut paraître un peu bateau, mais c'est vrai, les réseaux sociaux, c'est une construction, même si une personne veut faire par exemple une vidéo qui serait sans filtre, entre guillemets, il y a toujours il y a un montage, il y a de la musique, il y a un cadre. Et donc ça peut avoir un impact sur les gens et surtout, je pense que c'est surtout aussi sur les adolescents, parce que quand on grandit, les médias, ça nous impacte énormément parce qu'on forme son identité beaucoup quand on est adolescent et aussi en même temps maintenant dans notre vingtaine il y a des normes qui sont transmises par ces réseaux. Je vous propose qu'on écoute un extrait du podcast que vous avez réalisé. On va entendre une témoin qui parle de son expérience. J'ai fait pas mal d'études avant ça, notamment du coup du stylisme à Francisco Ferrer à Bruxelles. Donc j'ai décidé de chercher du taf, notamment dans les magasins d'habits, de vêtements, en tant que soit styliste, modéliste, soit en tant que vendeuse. Il y avait quand même un peu du haut standing. Et après, en fait, au fur et à mesure des mois, je suis allée jusqu'à Primark, quoi. Et donc j'ai quand même commencé un peu à comprendre qu'il y avait un petit problème. Et puis en fait, on m'a aussi fait des remarques clairement directes. Je pense bien 15 personnes m'ont dit que le tatouage et les piercings allaient poser problème. Parce qu'il y avait des entretiens téléphoniques où là, ça posait pas de problème. On me disait clairement que mon CV était clairement correct et que je correspondais au job. Et en fait, au moment où du coup, je devais avoir des entretiens en face-to-face, là, on me faisait des petits regards bizarres et on m'a clairement fait du coup des remarques. Ouais. J'ai 2 entretiens avec des vendeuses et qui me disent franchement c'est nickel, tu corresponds bien. Et puis on me dit que je vais avoir un rendez-vous avec le directeur un peu de Lacoste. Et le mec en fait il me regarde, il me fait alors qu'il était censé être disponible, c'était prévu déjà depuis genre une semaine notre rendez-vous. Il me regarde vraiment mal et puis il me laisse comme ça et il dit à ses collègues de me dire alors qu'il était en face de moi que finalement en fait il est occupé, là il a un rendez-vous et qu'il va revenir mais on sait pas trop quand. Et en fait le mec m'a jamais rappelé et a fini par demander à une cliente, à sa vendeuse de m'envoyer un mail en disant que voilà physiquement
en termes de piercing et de tatouage, ça allait pas correspondre à la marque, quoi. Et la deuxième expérience, c'est dans un autre magasin qui est pareil, un haut standing, on va dire, mais pas non plus un truc de luxe, quoi. Et ils étaient 2. Et là, par contre, ça y allait, quoi. C'était vraiment des remarques en mode les tatouages, c'est vraiment pas classe, c'est pas correct. En termes de clientèle, on se doit d'avoir un standing et du coup, c'est pas bon, quoi. D'ailleurs, justement, dans les trucs au standing, parfois, les vendeurs sont même pas justement regardés. Hein. Il y a un peu ce dédain. Donc... c'est un peu des trucs hyper contradictoires et paradoxaux, quoi, qui se passent. Je sais que du coup, pour revenir encore sur l'Eureka, on me demandait clairement des photos de moi, autant de ma tête que clairement de mon corps, pour vérifier si je suis quand même bien en adéquation avec, entre guillemets, l'établissement, quoi. Si je suis assez fine, si je suis assez jolie, si je vais pas poser problème, entre guillemets, si je vais être assez vendeuse. Et c'est donc un extrait d'un témoignage de votre podcast La Gueule de l'Emploi, hein, qu'on retrouve sur votre site lagueuledelemploi.be. Est-ce que le lookisme, ça peut être aussi la manifestation d'inégalités sociales ? On voit par exemple que dans le cadre du magasin de vêtements, qui est un magasin un peu haut de gamme, le patron va estimer que le look n'est pas en adéquation avec la classe sociale de son magasin, de sa clientèle. Et donc, est-ce que c'est des choses que vous avez constatées aussi ? Alors, le lookisme se porte beaucoup plus sur l'apparence physique, mais c'est justement quelque chose dont on souhaitait parler également. Bien évidemment qu'il y a certains travails qui demandent un certain standing, qui va avoir une certaine clientèle, et que oui, dans ces cas-là, il y a des sortes de mœurs qui se perpétuent, comme quoi il faut être bien habillé, il faut pouvoir avoir une apparence qui est attirante pour pouvoir attirer la clientèle. Donc, on n'a pas tellement constaté qu'il y avait de lien direct avec la classe sociale, mais peut-être qu'il va y avoir des traits physiques qui vont plus être associés à certaines classes sociales que d'autres. Par exemple, les tatouages et piercings, ce n'est pas vraiment quelque chose dans les mœurs qu'on va peut-être imaginer faisant partie de la haute classe sociale. Donc c'est peut-être pour ça que, dû à son apparence physique, ça a posé souci. Ouais, donc on reproduit aussi une série de stéréotypes et un peu de clichés sur certaines classes sociales. Hein. Oui, donc est-ce lié plutôt intrinsèquement, pas directement, mais il y a de cela également. Mmh. Et du coup, j'en viens peut-être à une notion que vous abordez dans le manuel, qui est la question de l'intersectionnalité. Et donc, ce que vous dites, c'est que les discriminations physiques, elles se superposent en fait, et que plus on a de critères de discrimination, si on est par exemple une personne handicapée qui est en surpoids avec les cheveux crépus, on superpose des discriminations et des difficultés. Oui, dans le sens où, par exemple, une femme cisgenre, blanche, hétéro ne va pas subir la même chose qu'une femme racisée, lesbienne, par exemple. Par exemple, une femme blanche ne va pas subir de racisme pendant un entretien d'embauche. Et ça qu'on veut illustrer avec l'intersectionnalité. Et quand le concept a émergé aussi, je ne sais plus en quelle année. Ça fait déjà... C'est récemment, mais en fait, l'intersectionnalité, pour expliquer à tout le monde ce que c'est l'idée que une personne peut subir plusieurs discriminations selon ses critères, selon sa personne. Et donc, une personne qui va subir plusieurs formes de discrimination, par exemple, elle va subir du validisme, du sexisme, du racisme. Toutes ces discriminations ne sont pas prises séparément, c'est-à-dire qu'elles s'additionnent entre elles pour créer une sorte de nouvelle forme de discrimination. L'exemple le plus frappant, je vais revenir sur le racisme, mais c'est les femmes noires qui vont subir du sexisme, du racisme, et si on croise les deux, en fait, ça crée de la misogynie noire qui, en fait, ne concerne que les femmes noires. Et en fait, avec notre travail, ce qui était très important, c'était de pouvoir parler à toutes les femmes et pouvoir les aider selon toutes toutes les discriminations qu'elles peuvent subir, et toutes les spécificités de leur discrimination. C'est ça. Selon en fait leur vécu à elles. Mais justement, votre travail, donc vous avez fait tout un travail de recherche, et puis alors il y a ce site internet, il y a le podcast, et surtout il y a ce manuel. Vous l'avez fait quoi ? Surtout pour informer. Vous avez voulu vraiment faire un outil d'information ?
C'est un outil d'information, de sensibilisation et surtout un outil en fait qui permet aux femmes de faire valoir leurs droits. Vraiment, ce qu'on voulait faire, c'est pouvoir les épauler le mieux possible, encore une fois en prenant compte de chacune de leurs situations. Et donc, dans le manuel, on retrouve plusieurs conseils, par exemple, pour les aider en fait, à faire valoir leurs droits. Ou, par exemple, on minimise l'importance de remplir des formulaires de plainte. Par exemple, l'UNIA a un formulaire où on peut remplir pour signaler une discrimination. Et en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que si, par exemple, la même entreprise ou le même prénom revient plusieurs fois, ça peut avoir un impact. Parce que l'UNIA va tout simplement se dire, tiens, ça revient quand même relativement souvent. On va faire une petite enquête et ça peut mener à des choses concrètes. Oui, donc ça veut dire que toutes les plaintes n'aboutissent pas nécessairement, mais que si on signale, ça veut dire qu'elles ne tombent pas dans l'oubli quand même. C'est important de signaler. C'est vrai qu'il y a d'autres exemples, enfin d'autres conseils que vous donnez. Et on parlait tout à l'heure de Jean-François Amadieu qui a beaucoup travaillé là-dessus, donc sociologue français, qui a beaucoup travaillé sur la société du paraître. Et c'est vrai que je sais que lui, il conseille beaucoup d'interdire par exemple les photos sur les CV. Et ça, vous le mettez aussi. Pourquoi pas se dire maintenant on ne met plus la photo sur le CV et au moins on réduit un peu ce lookisme au départ. Ça vous paraît être une bonne option, par exemple ? C'est une option qu'on met, on oblige. Ce qui est important dans notre manuel, c'est que on ne va jamais avoir un ton moralisateur, ce n'est absolument pas le but. Donc ce sont plus des suggestions que les personnes peuvent prendre ou pas. Et notre manuel, c'est surtout aussi un manuel d'empouvoirment aussi, parce que pour nous, c'est important, je pense, que les femmes ne se sentent pas seules, parce que se sentir seule dans une situation, c'est dur. Et donc, c'est ça, et aussi le podcast, c'est vraiment dire tu n'es pas seule, et d'autres personnes ont vécu ça. Et si jamais tu le souhaites, tu peux faire quelque chose. Mais si jamais tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, il n'y a pas de ton moralisateur, ce sont des suggestions. Oui, à un moment, effectivement, chacun prend des décisions pour soi et effectivement décide de s'adapter. Et alors, vous dites, le message, c'est dire tu n'es pas seul. D'où l'importance aussi de donner des associations qui travaillent sur ces thématiques-là et qui peuvent aider les femmes particulièrement, les soutenir éventuellement dans des démarches. Oui, exactement. Dans notre manuel, dans la fin de notre manuel, il y a toutes des associations, et par exemple l'UNIA qu'on a mentionné juste avant par Katia, qui peuvent aider d'une manière ou d'une autre pour des discriminations différentes. Par exemple, on a le MRAX, qui est aussi un de nos partenaires, on a BIPAX, on a Telquel, Amazon, l'ASBL Amazon dont on a parlé juste avant, qui avait fait un événement en septembre sur des journées féministes. Et CFFB aussi. Il y a l'Institut d'égalité des hommes et des femmes. Et donc on a toutes des ressources concrètes à la fin de notre manuel pour que les personnes qui le souhaitent puissent savoir où se diriger. Et donc, du coup, ce manuel, on l'a dit, il est sur le site. On peut le trouver dans ces associations, on peut trouver ou des flyers qui renvoient. Comment est-ce que vous avez prévu un peu de communiquer là-dessus ? Parce que c'est vrai que c'est un travail étudiant, mais j'imagine que vous avez envie qu'il soit diffusé le plus largement possible. Alors effectivement, le diffuser, c'est cela notre but, parce que c'est bien de faire un manuel, mais si jamais un maximum de personnes, et surtout de femmes, peuvent être au courant de ce manuel, alors nous aurons tout gagné. Parce que le but, c'est également de les accompagner, de les soutenir, de, comme Fiona a dit, prouver qu'elles ne sont pas seules. Donc, nous avons donc prévu de déposer des manuels au sein de nos partenariats qui ont été cités, au sein des institutions, au sein également, parce qu'on va en faire plusieurs d'autres établissements. Et au sein des autres établissements, donc il y a là-dedans des bibliothèques, des CPAS, des cafés solidaires, des flyers avec un QR code renvoyant au site internet.
D'accord. Est-ce que vous espérez aussi avoir un impact peut-être sur des employeurs Alors évidemment, ça c'est le manuel, l'objectif premier, on l'a bien compris, c'est plutôt l'information et la sensibilisation surtout des femmes. Mais c'est vrai que vous êtes dans une nouvelle génération qui arrive bientôt sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut... qu'il faudrait aussi bousculer un petit peu la manière dont ça se passe aujourd'hui dans les ressources humaines, dans les entreprises, dans les entretiens. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut arriver aussi avec cette nouvelle génération ? Oui, bien évidemment, et on l'espère, c'est quelque chose qu'on souhaite. Alors, on est bien consciente qu'il y a encore beaucoup de pression dans la société. Il y a beaucoup de choses qui avancent, il faut le souligner, mais il y a beaucoup de pressions qui viennent d'au-dessus. Donc, ayant remarqué ce fait du lookisme, on a essayé de faire en sorte de donner un maximum d'armes à ces femmes pour qu'elles puissent s'armer, se défendre et s'informer à ce niveau-là. Pour que, vu qu'il y a cette pression qui perdure encore, elles puissent se défendre de la meilleure manière. Mais si jamais ça touche les employeuses, bien évidemment qu'on sera content. D'ailleurs, on invite toute personne à se poser ces questions, à réfléchir, à s'éduquer à ce niveau-là. Oui, et je pense que c'est aussi important de rappeler que la loi protège quand même vraiment contre toutes ces discriminations. Alors ces discriminations, on comprend bien qu'elles existent, mais je rappelle juste par exemple la Convention des droits de l'homme, l'article 14 qui dit « Chaque personne a droit à l'égalité, peu importe son apparence, son sexe ou ses origines ». Bon voilà, ça c'est une règle de base, mais peut-être que c'est important de la rappeler de temps en temps, et d'ailleurs vous la rappelez dans ce manuel. Mais je pense qu'on va renvoyer vers le site internet, lagueuledelemploi.be. Est-ce que vous auriez encore un dernier message à faire passer, peut-être aux femmes qui nous écouteraient ? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Aux femmes et aux autres, d'ailleurs, mais c'est parce que c'est vrai que votre manuel s'adresse principalement aux femmes. Alors, Je pense qu'on a quand même pas mal dit durant cette émission, mais encore une fois qu'elles ne sont pas seules. Oui, effectivement. C'est quelque chose qui va peut-être pas arriver à toutes les femmes. Et si c'est le cas, tant mieux, vraiment. On ne souhaite que cela arrive à personne. Mais les femmes se doivent d'être valorisées en fonction de leurs compétences, en fonction de leur qualité, au niveau expérimental, au niveau du boulot, pas juste au niveau de l'apparence. Donc, il y a des choses, des remarques qui peuvent paraître anodines, mais non, ce n'est pas le cas. Vous avez raison de vous poser des questions. Et si vous avez besoin d'aide, si jamais vous doutez ou quoi, n'hésitez pas à aller lire notre manuel, parce que là-dedans, vous trouverez des éléments juridiques, des témoignages, des conseils, des solutions, de l'aide, de l'écoute. Vous trouverez tout cela, du soutien également. C'est ça qu'on souhaite. Oui, donc voilà, et on renvoie vers le site lagueuledelemploi.be pour avoir toutes les informations et avoir accès à ce manuel. Merci beaucoup à toutes les trois de nous avoir éclairés sur ce sujet et bonne continuation dans ce projet et dans la suite de vos aventures, j'ai envie de dire. Merci beaucoup et merci beaucoup de nous avoir invités aussi. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée.